En biologie, le vivant est séparé en trois domaines. Les eucaryotes, donc les champignons, les végétaux, les animaux, les bactéries et les archées. Moi, je m'intéresse particulièrement aux bactéries et aux archées, parce que grâce à elles, je peux remonter très loin dans l'histoire de l'évolution. Alors les bactéries, je pense que vous les connaissez tous. Ce sont ces micro-organismes qu'on retrouve quasiment partout sur Terre, dans l'air, les sols, les eaux, la peau et l'intestin. Elles forment le microbiote dans notre intestin, permettent de maintenir l'équilibre chimique de l'atmosphère et sont aussi utilisées pour la synthèse de nombreuses molécules, comme l'insuline qu'on donne aux patients diabétiques. Pourtant, elles ne sont pas toujours bénéfiques, car lorsqu'elles sont pathogènes, elles déclenchent des maladies. De l'autre côté, les archées sont des organismes très méconnus qui pourtant occupent une place prépondérante dans les écosystèmes. En faible quantité, on en retrouve partout, même dans l'intestin. Mais là où on en retrouve en masse, c'est dans les milieux dits extrêmes, par exemple à forte concentration saline, à haute température ou à haute pression. Par exemple, on peut les retrouver proches des fumeurs noirs le long des dorsales océaniques. Il faut savoir que les bactéries et les archées sont les deux domaines du vivant les plus anciens dans l'évolution. Les eucaryotes, c'est-à-dire nous, les animaux, les plantes, sont plus récents et proviennent, pour simplifier, de la fusion entre une bactérie et une archée. L'évolution des organismes vivants, on peut la retracer jusqu'à environ 4 milliards d'années, date approximative de ce que l'on appelle le dernier ancêtre commun universel. Cet ancêtre serait la cellule dont tout le vivant est issu. Pour comprendre comment évolue le vivant et comment on arrive à des organismes aussi différents qu'une bactérie, un oursin, un séquoia ou un pélican, les chercheurs analysent la séquence des génomes grâce au séquençage. Ils regardent comment le génome évolue. Et le génome, c'est cette bobine de fils microscopiques constituée d'ADN et retrouvée dans tous les organismes vivants. C'est en fait une série de molécules représentées par des lettres A, T, G et C. Le long de la bobine d'ADN, il y a des régions délimitées, les gènes qui sont lus par les cellules et indiquent le plan pour produire des protéines. Les protéines, ce sont les acteurs principaux de la cellule qui vont remplir des rôles très divers. Le génome, au cours des différentes générations d'individus, et donc de l'évolution, va accumuler des erreurs et être transformé. Notamment, certaines lettres vont changer en d'autres, par exemple un A en T ou un G en A. Et ces modifications, appelées mutations, entraînent parfois des changements de plan de construction des protéines. Il peut alors y avoir des conséquences bénéfiques, par exemple une protéine plus efficace, ou délétères, par exemple une protéine raccourcie, donc moins efficace ou complètement inefficace. Parfois, le changement de lettre ne modifie pas la protéine, on parle alors de mutation neutre. Les organismes qui ont accumulé des mutations positives ou neutres dans un environnement donné vont mieux survivre et proliférer que ceux qui ont accumulé des mutations dites délétères. C'est le principe de la sélection naturelle, et ce sont ces erreurs qui nous en apprennent beaucoup sur l'évolution du vivant. À partir de bibliothèques contenant la séquence de milliers de gènes de bactéries et d'archées, nous, les chercheurs, on peut retracer ce qui s'est passé dans les 4 milliards d'années qui nous séparent du dernier ancêtre commun universel. Certains gènes, très importants pour la vie de la bactérie ou de l'archée, vont avoir une séquence plutôt stable au cours du temps. En effet, certains changements de lettres peuvent rendre inactive la protéine qui est codée par le gène, entraînant la mort de l'organisme. Ces protéines évoluent donc très lentement et sont utilisées pour déduire l'évolution des espèces. Pour le reste des gènes, les séquences peuvent être modifiées de façon substantielle au cours du temps, non seulement au niveau de lettres uniques, par exemple A vers T, mais les gènes peuvent aussi être perdus, gagnés, copiés, et même, particulièrement chez les micro-organismes, ils peuvent être transférés horizontalement, c'est-à-dire qu'un organisme peut donner un gène à un autre. Cela complique pas mal la problématique quand on veut comprendre comment se fait l'évolution. Et pour retracer l'évolution des génomes, les chercheurs utilisent des arbres phylogénétiques qui permettent de dessiner les liens entre les organismes et entre les gènes. Chaque branche marque un changement et donc l'impact de l'évolution sur une espèce ou un domaine vivant. Grâce à ces modifications permanentes,
et aux outils phylogénétiques, on déduit le comportement des génomes au cours de l'évolution et pourrait remplir plusieurs vidéos du 9 docteur avec leur découverte.